Good morning, good afternoon, good evening, everyone. Bonjour, quelle que soit l'heure à laquelle vous vous connectez. Je m'appelle Erika Nybro. Je suis la chef de file du travail sur la COVID à Knowledge Success. Cela fait plus d'un an que je travaille sur la COVID et voici notre troisième séminaire concernant l'intégration du vaccin contre la COVID-19 dans les vaccinations courantes. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la génération de la demande de vaccins de COVID-10 pour des vaccins de COVID-19 ainsi que, et nous allons nous intéresser à trois régions du monde. Nous avons des services d'interprétation simultanés et donc vous pouvez écouter sur l'interprétation en français ou en portugais en cliquant sur la map monde en bas de votre écran. Comme nous fournissons des services d'interprétation aujourd'hui, nous demandons à nos intervenants de parler un peu plus lentement que d'habitude pour donner aux interprètes le temps de nous suivre, surtout avec toutes les formulations techniques qui sont employées. Je vous présente donc une équipe de panélistes extrêmement expérimentés. Gloria Lihemo, qui est spécialiste de SBC à l'UNICEF et elle va donc faire une présentation d'introduction. Saratu Olabode Ojo, qui est responsable de groupe pour Breakthrough Action au Liberia. Et nous avons également de GSI, responsable technique. Lisa Hott. Nous avons également Stefan Mandic-Rajevic, qui est consultant SBC pour la Serbie et l'Europe de l'Est. Et je pense que ce sera intéressant car on n'a pas eu beaucoup l'occasion de les entendre. Roma Solomon, directrice Inde pour le Core Group Partners Project. Nous allons donc commencer par des remarques liminaires de Gloria Liemo et je voudrais vous prévenir qu'après chaque présentation, nous vous demandons de noter toutes les questions que vous pourriez avoir dans la boîte de dialogue et nous avons prévu du temps pour les questions et les réponses, questions que vous souhaiterez poser à nos intervenants. Et puis ensuite, un peu plus tard, nous conclurons. J'invite donc Gloria Laimo à nous faire part de ses remarques liminaires. C'est à vous, Gloria. Bonjour à toutes et à tous, où que vous vous trouviez. Merci, Erika. Je vais commencer en pensant à toutes les considérations qui sous-tendent l'intégration du vaccin contre la COVID-19 dans différentes situations. Juste pour commencer, certaines de ces considérations en tout cas que nous devrions étudier, par exemple, atteindre les groupes prioritaires, personnes âgées, personnes malades, pose problème même aujourd'hui, alors que nous traversons une période post-pandémie. Nous parlons d'atteindre les personnes avec le diabète. Nous cherchons à travailler avec des partenaires non traditionnels. Et à l'échelle mondiale, l'intégration nécessitera une coordination afin de veiller à ce que les ressources pour l'intégration seront bien utilisées au mieux dans les différents programmes. Il faudra veiller à ce que les programmes mis en place soient totalement intégrés. Les ressources, ensuite. Nous savons que la livraison de vaccins est toujours plus difficile et plus coûteuse dans des endroits éloignés. Et il a été montré que les groupes qui n'ont pas mis en place euh, qui n'ont, donc nous avons besoin de mobiliser
de façon importante. Ce n'est pas une nouveauté qu'il soit nécessaire d'intégrer plusieurs interventions ensemble et que ceci est payant. Donc, toutes ces questions soulignent bien l'importance de mettre en place la vaccination contre la COVID-19 dans le cadre d'un programme de vaccination beaucoup plus large euh, et de vaccination tout au long du cycle de vie. Donc, nous reconnaissons qu'il y a des difficultés à intégrer le vaccin contre la COVID, mais qu'il y a également des opportunités et que les systèmes et qu'il faut intégrer au cours de la vie toute la vaccination et c'est ça l'avenir. Par exemple, des nouveaux vaccins doivent être il faut aller au-delà de la vaccination de la petite enfance. Nous avons remarqué aussi que la plupart des pays n'ont pas les capacités de mettre en place, de prendre des décisions fondées sur des données probantes. Et les interventions tendent à être en silo et à ne pas compter de ressources en quantité suffisante. Les communautés également ont beaucoup d'exigences concurrentes et donc il faut savoir ce qui est faisable afin d'intégrer et de prioriser. C'est essentiel. Des stratégies personnalisées pour répondre aux besoins des groupes prioritaires sont également nécessaires. Il faut également réfléchir à comment faire de la communication autour de l'acceptation de l'intégration parmi les communautés. Par exemple, des messages plus clairs, des preuves dans un environnement convaincant. Et un cadre a été développé, un cadre de génération de la demande a été développé qui fournit des outils pour que les pays puissent réfléchir à l'intégration et au renforcement de la demande autour d'éléments constitutifs du besoin pour de la vaccination. Ce cadre identifie également les points d'entrée, les documents, les enseignements tirés, les meilleures pratiques. Il permet également de mesurer les avancées et de lier la théorie à la pratique en tant que telle. Voici donc quelques exemples de ces éléments constitutifs que j'ai intégrés dans le cadre. Nous savons que des données comportementales et sociales sont essentielles pour atteindre les populations. Il faut donc utiliser ces données et ceci nous permet de mieux éclairer des contextes et de les intégrer à la vaccination contre la COVID-19. Par ailleurs, il faut également se coordonner euh, le plus possible et cette coordination et cette planification nous permettra de suivre les tendances en matière de vaccination. Les pays ont besoin d'avoir une stratégie de communication nationale intégrée, fondée sur des données probantes et des plans de mise en œuvre afin d'éviter la fragmentation et de faciliter l'affectation des financements dans les secteurs sanitaires. Il faut également surmonter les obstacles aux pratiques intégrées. Nous avons compris que tous les travailleurs de la santé n'acceptent pas forcément la vaccination et donc il nous faut rallier les travailleurs de la santé auprès de nous.
Enfin, mobiliser la communauté avec des investissements qui doivent être faits afin de gérer les obstacles socio-économiques importants en ce qui concerne l'adoption des services. Il faut également euh, que les travailleurs de la santé euh, surmontent les questions d'inégalité. Donc, nous vous fournissons certaines des ressources que les pays peuvent utiliser concernant la génération de la demande, à savoir des documents dont j'ai parlé il y a quelques instants. Je vous remercie et j'ai hâte d'entendre des exemples concrets issus des différents pays. Merci. Merci, Gloria. Je pense que nous allons remarquer des exemples de ces éléments constitutifs d'une intégration réussie. Je souhaite souligner encore une fois que ces ressources permettant d'avoir un cadre opérationnel sont très utiles et j'ai collaboré avec certains de nos partenaires pour référencer cet outil et je sais qu'il sera disponible en français d'ici peu. Merci encore, Gloria. Je vais donner la parole à Saratou Obane-Ojo qui va parler des façons uniques et créatives utilisées par le Liberia pour intégrer la demande en vaccination contre la COVID aux services de santé de façon générale. C'est à vous. Merci Erika, bonjour à tous et merci de me permettre de vous parler aujourd'hui de nos efforts et de la manière dont nous appuyons le gouvernement du Libéria dans la création d'une demande pour le vaccin contre la COVID. Je suis le docteur Saratou Olabode Ojo, je suis le responsable de groupe pour Breakthrough Action au Libéria. Je vais vous faire part d'actions et des enseignements de la manière dont nous avons réussi à générer la demande au Libéria. Je vais nous présenter un survol des activités de Breakthrough Action Liberia sur la COVID-19. Nous allons examiner 3 approches stratégiques que nous avons utilisées, pour notamment la coordination pour la gestion des rumeurs, l'utilisation de communication interpersonnelle pour faire face aux réticences face au vaccin et un soutien à l'engagement de la communauté mené par la communauté ainsi que les enseignements tirés de ces approches. Un survol rapide de Breakthrough Action Liberia. Breakthrough Action Liberia est le programme d'intervention pour le changement du comportement et le changement social de l'USAID qui a pour objet d'améliorer la demande, euh, d'améliorer les changements de comportement positifs, y compris en ce qui concerne la vaccination contre la COVID-19. Au Libéria, pour la COVID-19, nous avons travaillé dans 7 comtés, Grande GD, Bong, Margibi, Grand Cru, Rivergy, Bomi et Grand Cape Mount, les principaux, les 7 comtés. Vous les voyez apparaître à l'écran avec un petit drapeau. Pour pour accomplir ces activités, nous avons travaillé avec un grand nombre de partenaires gouvernementaux et non gouvernementaux. Avec le gouvernement, nous avons travaillé avec plusieurs ministères de ligne, dont l'éducation, la santé, l'agriculture, la jeunesse et les sports, et avec d'autres partenaires au niveau de la mise en application pour la fourniture de vaccination contre la COVID-19 dans ces comtés. Breakthrough Action se concentre sur le renforcement des capacités pour encourager les changements de comportement, les changements sociaux pour améliorer l'accès aux vaccins et leur acceptation. Regardons, si vous le voulez bien, la première approche que nous avons utilisée. La première série de vaccins est arrivée au Libéria en mars 2021. Pendant cette période, il s'agissait d'une période très mouvante
Nous avons fait appel à plusieurs gouvernements, à plusieurs partenaires et à des différents ministères du gouvernement qui, ensemble, nous ont aidés à renforcer la sensibilisation et à comprendre une meilleure visibilité de la COVID-19. Deux points principaux ont été identifiés. Tout d'abord, les groupes les plus à risque, les personnes âgées, les prestataires de santé et les personnes en situation de vulnérabilité. Pour ce qui est de la COVID-19, pour différentes raisons, il y avait une certaine réticence. Quand vous regardez la diapositive, vous voyez certaines des réactions que nous avons reçues. Je ne suis pas sûr que le vaccin soit sûr. Le vaccin tue au bout de 2 ans. Je veux d'abord qu'il y ait que les hommes politiques soient les premiers à prouver que le vaccin est sans danger. Donc voilà un peu les réactions qu'il y a eu au Libéria pour commencer. Euh, Est-ce que la vaccination des adultes est fréquente? La vaccination contre la COVID ciblait des groupes adultes qui sont moins habitués à ce qu'on leur demande de se vacciner. Avant cela, il n'y avait pas vraiment de coordination, de communication avec les agents de santé ou les groupes à risque élevé. La situation a évolué. Il y a beaucoup de partenaires qui sont intervenus et des directives étaient élaborées et modifiées au fur et à mesure que les changements se faisaient jour. Tout ceci a été encore compliqué par les expériences avec l'Ebola. Un grand nombre de prestataires de santé ont perdu la vie à cause de la maladie, d'où cette réticence. Il y a eu aussi d'autres complications avec des questions concernant les lacunes, les carences au niveau de la prestation des services, le problème de la disponibilité des vaccins et les problèmes de réticence qui existaient. Donc, Breakthrough Action a voulu renforcer la sensibilisation et promouvoir la vaccination contre la COVID-19 dans ce contexte. L'une des premières approches a consisté à s'assurer qu'il y avait une étroite collaboration avec nos partenaires au niveau du gouvernement et à l'extérieur du gouvernement pour nous assurer qu'il y avait une normalisation de la vaccination par le processus de création de la demande. Qu'avons-nous fait? Nous avons donné la priorité à la demande avec tous nos partenaires en développant des groupes WhatsApp, des opportunités de rassemblement, des parties prenantes avec des discussions fréquentes, des réunions, et nous avons préparé des points de discussion standards pour savoir qui devrait être vacciné, qui va en bénéficier. Et puis, nous avons standardisé aussi la documentation en général. Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Nigeria, en particulier le ministère de la Santé, du Libéria, pardon, pour nous assurer que tous les documents qui étaient préparés étaient approuvés et publiés par le ministère de la Santé afin qu'il n'y ait pas de contradiction entre les documents publiés. Quel est l'enseignement tiré ici? Eh bien, cela a renforcé la confiance entre le système de santé et les communautés. Cela a permis également d'aligner les efforts au niveau des différentes générations avec d'autres partenaires qui travaillaient au niveau de l'espace de prestation de services et de l'espace chaîne d'approvisionnement, encore une fois, pour nous assurer que la demande pour le vaccin soit augmente, qu'il y ait les fournitures disponibles, qu'il y ait disponibilité des doses de vaccin, qu'il y ait accès aux personnes qui vaccinent pour tous ceux qui voulaient se faire vacciner. Diapositive suivante, s'il vous plaît. La deuxième approche que nous avons utilisée est celle de la communication interpersonnelle pour faire face à la réticence contre la vaccination. Lors de la création de la demande, dans la diapositive précédente, on a parlé des efforts de sensibilisation pour répondre aux questions concernant les rumeurs et de standardiser les points de discussion afin qu'il y ait plus de cohérence dans le message. Dans notre deuxième approche, septembre 2021, le gouvernement du Libéria s'était donné pour objectif de vacciner 40% de la population avant mars 2022. Étant donné la réticence qui se répandait au sein de la population adulte
à haut risque et au sein des groupes de prestataires de santé, le gouvernement du Libéria a offert la vaccination à tous les groupes de population éligibles. Cette réticence contre la vaccination s'est répandue dans l'ensemble du pays, ce qui a perturbé les services routiniers parce que les rumeurs affectaient aussi d'autres domaines de la prestation des services de santé. Breakthrough Action avait donc pour mandat de passer de la sensibilisation à la vaccination à la direction, la promotion et la défense de la vaccination au niveau des groupes prioritaires en créant et en facilitant un environnement favorable au niveau des communautés, au niveau national, infranational et communautaire pour la vaccination contre la COVID-19. C'est ce qui a été fait avec un engagement avec des dirigeants communautaires influents afin qu'ils fassent entendre leur voix pour appuyer le vaccin. Avant cet engagement, les dirigeants communautaires ne parlaient pas ouvertement de la vaccination. Sur la diapositive, vous pouvez voir différents cubes avec lesquels nous avons travaillé. Tout d'abord, nous assurer que nous travaillions avec les personnes avec qui il fallait travailler, c'est-à-dire le bloc en bas, le cube en bas. Nous veillions à ce que nous utilisions les bons canaux pour toucher les personnes qu'il fallait. Les exemples étaient les dirigeants communautaires influents qui ouvraient la porte aux communautés, les dirigeants religieux en les mobilisant. Il y a eu plusieurs réunions de plaidoyer avec eux, des discussions, ce qui a permis d'inclure également différents canaux de communication, dont les spots radio, les communications interpersonnelles entre les responsables du plaidoyer et les membres des communautés. Nous les avons formés sur la manière de parler aux membres de leur communauté afin que de la sorte, ils puissent faire part de leur propre témoignage et encourager cette communication bidirectionnelle qui les a encouragés à fournir les bonnes informations pour aiguiller les gens vers les centres de vaccination disponibles. Donc, ce dialogue a été absolument essentiel au Libéria. D'autres dirigeants avec lesquels nous avons travaillé, eh bien, nous avons veillé à mobiliser les médias au niveau national et infranational. Tout aussi important, nous avons travaillé par le groupe de travail One Health sur la communication intersectorielle qui a des antennes au groupe national et infranational. Ce groupe contient des parties prenantes des différentes agences, partenaires de mise en application, ministères, membres des médias, sociétés civiles qui ont joué un rôle de premier plan pour s'assurer que l'on parvenait jusqu'au plus grand nombre possible en termes de vaccination. Diapositive suivante. Enfin, la troisième approche utilisée était celle d'un engagement communautaire dirigé par la communauté, comme l'a décrit Gloria, pour tout ce qui concerne les questions de gestion des ressources et de difficultés pour s'assurer que lors de la création de la demande, on touchait les populations idoines, même dans les régions les plus isolées. Notre approche d'engagement de la communauté a fait fond sur les dirigeants d'influence, les dirigeants influents, leurs réseaux, comment se servir de ces réseaux pour, par leur entremise, toucher davantage de personnes, ce qui nous a permis d'appuyer une approche robuste d'engagement pour toucher davantage de populations par le biais de ces réseaux de dirigeants influents des communautés. Donc, avec une augmentation, un élargissement des cibles de vaccination, on a pu élargir également les régions. Breakthrough Action Liberia a travaillé avec différents groupes et lorsque nous avions des populations qui n'avaient pas reçu de vaccin, ceux-ci ont été identifiés
Nous avons orienté les gens vers les vaccins, nous les avons formés aux communications interpersonnelles, nous avons fourni des incitations également qui figurent à l'écran. Tout d'abord, nous avions le groupe des ambassadeurs de la vaccination, qui sont des dirigeants influents qui se font entendre au sein des communautés. L'un des critères était d'essayer d'identifier des dirigeants en qui la communauté avait confiance et qui donc les écouteraient, qui avaient une présence dans la communauté. Donc, par leur intermédiaire, il a été possible de transmettre leurs témoignages et de communiquer avec les communautés et d'autres dirigeants à d'autres niveaux pour ce qui est de la vaccination contre la COVID-19. Donc, plus de 130 pasteurs, chefs, dirigeants religieux, dirigeants de jeunes et dirigeants de femmes, syndicats de transport et travailleurs de la santé ont été formés comme ambassadeurs de la vaccination et ils ont organisé plus de 2000 séances d'engagement communautaire. Autre élément important, relier les membres de la communauté avec les points de prestation de services pour les informer des exercices de vaccination, leurs dates, leurs lieux, pour que les gens puissent venir se faire vacciner. Autre approche qui a été utilisée, celle de performance de théâtre de la rue. En Afrique de l'Ouest, raconter des histoires par le biais de la musique, par le biais de discussions, par le biais de théâtre, de petites pièces de théâtre est une manière commune de transmettre l'information. Donc, en travaillant avec des troupes théâtrales des communautés et des rues, et avec le soutien des équipes communautaires de santé, de prestataires de santé et les assistants des services de santé communautaires dans la zone concernée, nous avons pu élaborer des points de discussion et des scripts, ce qui fait que plus de 24 troupes ont été constituées pour éliminer les rumeurs, promouvoir l'utilisation de la vaccination, renforcer l'accès aux vaccins contre la COVID-19 grâce à l'utilisation d'équipes de vaccination mobiles. Ceci on a aussi évoqué la question euh, des filets anti-moustiques, des moustiquaires, pour, en expliquant qu'il fallait éviter de s'en servir parce qu'il y avait le virus dessus. Cela a permis de fournir les informations idoines, de répondre aux préoccupations et de lancer des conversations entre les prestataires de santé qui appuyaient la manifestation et les membres des communautés qui étaient disponibles. Diapositive suivante. Quels enseignements avons-nous tirés? Pour nous, il y a eu trois enseignements principaux. Le premier étant concernant la question des rumeurs qui peuvent se propager très rapidement, surtout dans des communautés qui sont très proches les unes des autres. Donc, il était nécessaire de mettre en place une communication interpersonnelle permettant d'associer les différentes parties prenantes. Comme je l'ai dit, la situation évoluait rapidement et à cette époque, on était encore en train de mettre en place les lignes directrices nationales, ce qui d'habitude prend du temps. C'est pourquoi il a fallu coordonner les partenaires clés à l'échelle nationale et infranationale. Et donc, il fallait veiller à ce que chaque partenaire connaisse exactement le rôle qu'il devait jouer afin de pouvoir signaler tout problème à mesure qu'il se présentait et afin d'éviter la duplication des efforts. Par ailleurs, il a fallu
trouvé un moyen de convaincre les personnes d'adopter la vaccination contre la COVID-19. Il fallait donc laisser un grand nombre de communautés se faire entendre et les laisser parler. On a donc entendu et pris en compte un grand nombre de voix qui ont été rassemblées afin qu'un message essentiel, central, puisse être communiqué, ce qui a permis de réduire les mauvaises interprétations et de limiter la propagation des rumeurs. Donc, pour diffuser ces messages, nous avons œuvré avec les leaders locaux afin de remettre ces messages dans un contexte que les gens pouvaient comprendre. Avec des ressources limitées et en étudiant les zones difficiles à atteindre qui, elles aussi, devaient pouvoir, dont les communautés devaient pouvoir être vaccinées, eh bien, nous avons été en mesure de faire accroître l'acceptation à l'égard du vaccin ainsi que réduire l'hésitation par rapport et l'acceptation du vaccin. Et donc, par ailleurs, les communautés locales disposaient des informations adéquates et des liens avec euh, les organismes distribuant le vaccin. Le travail avec les médias, veiller à ce que les radios, vous savez, il y a beaucoup de radios communautaires, elles ont tout de suite été reliées au système sanitaire, ce qui a été essentiel pour assurer la multiplication des messages favorables à la vaccination. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voici des ressources supplémentaires que je partage sur cette diapo pour vous donner des exemples de Breakthrough Action au Liberia pour vous montrer comment nous avons travaillé étroitement avec le gouvernement, avec des partenaires, avec les communautés locales aussi, afin de veiller à l'adoption du vaccin pour que notre projet soit réussi dans le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Saratou. Quelque chose qui m'a vraiment intéressée concernant le travail au Liberia est l'intégration étroite de la vaccination avec le paludisme. Et il y a beaucoup de pays dans lesquels nous travaillons où le paludisme existe. Donc, c'est une dimension intéressante. Si vous avez des questions ou des remarques, veuillez les écrire dans la boîte de dialogue. Nous allons rapidement faire un petit sondage auprès de notre public. Donc, voici donc la question. Dans votre pays a-t-il généré une demande de vaccin contre la COVID-19 et d'autres vaccins tout au long de la vie par le biais d'activités intégrées? Par exemple, nos partenaires. Donc, le choix est très large, très vaste. Oui, non ou je ne suis pas sûre. Nous vous laissons le temps de répondre. Et si vous avez des expériences particulières, si vous avez remporté de grandes victoires et que vous souhaitez nous en faire part dans la boîte de dialogue, surtout faites-le. Nous cherchons à recueillir le plus d'expériences possible, car c'est un domaine tout nouveau pour nous toutes et tous, et plus nous aurons d'expériences à partager, mieux ce sera. Je vous donne encore quelques secondes pour répondre.
Je pense que il semblerait que la grande majorité d'entre vous avait été en mesure de produire de la demande pour le vaccin de COVID-19 par des activités intégrées. Quelques personnes ont dit non et d'autres ont répondu qu'elles n'étaient pas sûres. J'espère donc que ce webinaire vous permettra de répondre à certaines questions que vous vous posez. J'espère que ce webinaire vous inspirera pour poursuivre vos travaux et euh, trouver de nouvelles façons de travailler. Nous allons donc passer à la présentation suivante et je vais donner la parole à Lisa Hout et à Stéphane qui vont nous parler du travail réalisé en Europe de l'Est, qui est tout à fait passionnant, notamment donc en Serbie et en Macédoine du Nord. Il est rare que nous entendions parler des travaux effectués en Europe de l'Est et donc je pense que c'est une excellente chose de les écouter aujourd'hui. C'est à vous. Merci beaucoup. Je vais commencer et puis je laisserai la parole à Stéphane après. Merci beaucoup de nous avoir présenté. C'est un grand plaisir pour nous de vous faire part de notre projet de transformation et d'équité en matière de vaccination courante, le projet Momentum, et ceci en Europe et en Eurasie. Ce projet Momentum, donc, est un programme sur 5 ans financé par l'USAID qui traite des meilleures pratiques et il applique les meilleures pratiques et explore les innovations afin d'éviter les obstacles à la vaccination et d'augmenter la couverture vaccinale. Nous avons travaillé dans 4 pays, Bosnie-Herzégovine, Moldavie, Macédoine du Nord et Serbie. Mais aujourd'hui, nous vous parlerons principalement de la Macédoine du Nord et de la Serbie. Notre travail est centré sur les objectifs suivants. Premièrement, renforcer la demande et l'utilisation des vaccins contre la COVID-19 parmi les populations prioritaires. Deuxièmement, lutter contre la désinformation grâce à des stratégies axées sur le changement social et comportemental et favoriser les possibilités d'apprentissage au sein des pays les uns avec les autres. Pour y parvenir, pour atteindre ces 3 objectifs, nous avons utilisé les sciences du comportement que nous avons appliquées à une approche d'intégration du comportement dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des activités. Donc, cette approche cherche à comprendre ce que les gens doivent faire pour surmonter les obstacles à un comportement. Et donc, nous concevons et nous adaptons des interventions qui sont liées à ce comportement. Notre travail est composé de 3 étapes. La première étape de notre travail a consisté au recueil de données quantitatives à l'aide de la plateforme Prémisse. Et dans les autres pays, nous avons eu des entretiens avec des décideurs dans la santé publique, des professionnels de la santé et d'autres partenaires clés et des discussions avec des membres prioritaires de la population. Concernant la Serbie, lorsque l'on fait une comparaison avec la population dans son ensemble, nous nous sommes aperçus que l'acceptation du vaccin était plus faible chez les femmes enceintes que chez les personnes atteintes de maladies chroniques. En effet, dans le groupe des personnes qui ont répondu, près de 40% n'étaient pas vaccinées, tandis que dans la population des femmes enceintes, 67% n'étaient pas vaccinés.
Par rapport aux personnes vaccinées souffrant d'une maladie chronique, les personnes non vaccinées souffrant d'une maladie chronique étaient moins susceptibles de prendre le vaccin, de croire que le vaccin était sûr, et elles avaient moins confiance dans les agents de santé. Les femmes enceintes déjà vaccinées étaient plus enclines à faire confiance aux agents de santé directement impliqués dans le processus de vaccination, tandis que les femmes non vaccinées se préoccupaient davantage de la sécurité des vaccins. Diapo suivante. En ce qui concerne les résultats qualitatifs, ils proviennent de Macédoine du Nord et de Serbie et ont révélé, mais personne ne va s'étonner, que la COVID-19 fait partie des nombreuses priorités des gens. Même à cette époque, quand nous avons effectué cette étude, la COVID faisait partie des grandes priorités. Nous avons appris des acteurs de la vaccination que les populations prioritaires pour se faire vacciner contre la COVID étaient les mêmes que pour les vaccins antigrippaux, donc personnes âgées, souffrant de maladies chroniques, etc. Nous avons appris que les patients écoutaient les conseils de leurs prestataires de soins de santé, mais mais les personnes interrogées nous ont déclaré que leurs prestataires ne leur prodiguaient pas de conseils favorables à la vaccination. Nous avons également appris que des patients pensaient à tort qu'ils ne pouvaient pas se faire vacciner parce qu'ils souffraient de certaines allergies. Nous avons également entendu dire par les personnes interrogées qu'il y avait peu d'informations fiables qui leur étaient fournies. Et donc, les prestataires de santé eux-mêmes nous ont expliqué qu'ils avaient un manque d'informations et de formation, ce qui les faisait hésiter à prescrire la vaccination. Passons à la phase 2 maintenant. En utilisant les informations recueillies à la suite de cette recherche formative, le projet a utilisé le Think Big, la plateforme en ligne Think Big, pour créer des profils pour chaque comportement prioritaire, détaillant les obstacles et les agents de motivation pour l'adopter et appuyant les gens et les actions sur la base de ces profils. L'équipe a développé des stratégies pour surmonter les obstacles, décupler l'importance des agents de motivation et impliquer les partenaires de soutien pour encourager les changements désirés. Sur la base des données qualitatives et quantitatives, nous avons identifié un certain nombre d'éléments des profils de comportement. Pour ce qui est des comportements prioritaires, euh, que nous voulions que le ministère de la Santé mette en œuvre au niveau de la population prioritaire. Tout d'abord, les on recommande que les patients avec des maladies chroniques se fassent vacciner, les femmes enceintes, les prestataires de santé, les médecins de santé, des services de santé primaire recommandent le vaccin contre la COVID-19, les spécialistes de niveau secondaire et tertiaire recommandent le vaccin. Au niveau des intervenants de soutien, qui peut encourager le comportement, les instituts de santé publique, le ministère de la Santé, l'Agence de réglementation des produits pharmaceutiques, les chambres professionnelles, les associations professionnelles de la santé, les organisations de patients, les sociétés civiles et les organisations communautaires, ainsi que les médias. Et pour les facteurs critiques, ceux qui doivent être pris en considération lors de l'élaboration des interventions, il faut du temps pour le conseil psychosocial, les obligations juridiques, la confiance dans les institutions, la disponibilité des données, la préoccupation concernant la sécurité, les préoccupations en matière d'efficacité, la confiance dans les prestataires de santé, etc. Par le biais de ce processus, voilà, nous avons élaboré un tableau dans lequel nous pouvons voir les populations ciblées principales. Je ne vais pas tout vous lire, mais
les populations ciblées sont à la fois des prestataires de santé et les populations à haut risque, car les comportements devaient être gérés des deux côtés afin d'obtenir la meilleure adoption possible de la vaccination contre la COVID-19. Beaucoup de similarités entre ce que nous avons créé en Serbie et en Macédoine du Nord, mais nous avons aussi passé beaucoup de temps à adapter les approches à chaque pays, à chacune de ses réalités. Au niveau de cette adaptation et de cette préparation dans chaque pays, nous voulions nous assurer que nous fonctionnions en fonction des besoins de chaque pays. Diapositive suivante. Et voilà où les choses sont devenues pour moi très intéressantes. Notre recherche formative a indiqué très clairement que les personnes, qu'il s'agisse des prestataires de santé des communautés, commençaient à se lasser qu'on leur parle de la COVID-19 et nous pensons qu'une approche axée uniquement sur la vaccination contre la COVID-19 échouerait. Nous avons donc reformulé la conversation en fonction de styles de vie sains. La COVID-19 faisant partie de la conversation et faisant partie d'un ensemble de vaccins pour toute la durée de vie. Par exemple, votre prestataire de santé vous parlera de l'importance de style de vie sain de manière générale avec les maladies chroniques, ce qui inclut l'obtention de vaccins de manière régulière, dont la COVID-19, qui est un des vaccins qu'il faut obtenir de manière régulière. Voilà l'approche que nous avons choisie. Comme je l'ai dit précédemment, il est absolument essentiel de se pencher sur les deux côtés de l'équation. Il fallait nous assurer qu'il y avait conception d'une intervention de manière à ce que les communautés reçoivent les informations, mais aussi que les prestataires formulent les recommandations. Nous avons élaboré un programme d'éducation médicale continue pour les prestataires de santé, axé sur les prestataires qui travaillent avec des femmes enceintes et celles de plus de 45 ans vivant avec des maladies chroniques. Nous avons également élaboré des séances d'engagement collectif pour les populations communautaires ciblées, les femmes enceintes, les personnes vivant avec des maladies chroniques, l'idée étant d'éduquer et de créer la demande, susciter la demande au sein de ces populations à haut risque afin qu'elles puissent parler avec leur prestataire de santé, ce dernier pouvant alors répondre à leurs questions en toute confiance et recommander la vaccination et puis leur parler vraiment de l'importance de la vaccination pendant toute la durée de vie. Donc oui, on parlait de la COVID, mais aussi d'autres vaccins. Je vais maintenant donner le micro à mon collègue Stéphane qui va continuer pour le reste de nos diapositives en nous parlant de la phase 3 et en parlant des recommandations et des premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de cette approche. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Passons à la diapositive suivante, si vous le voulez bien. Les pages suivantes étaient la validation des résultats. Nous avons essayé de travailler sur quelque chose qui avait besoin d'être mis en place à différents niveaux dans les différents pays. Diapositive suivante. La validation de cette approche incluait des ateliers sérieux sur la participation avec toutes les parties prenantes. Nous avons commencé à travailler. Au début, il y avait quelques problèmes avec les parties prenantes parce que la COVID-19 ne les intéressait pas particulièrement. Mais nous avons reformulé le thème de la COVID-19 dans le contexte d'un ensemble de vaccins en renforçant l'importance des priorités au niveau des prestataires de santé, des patients, etc. Donc, les ateliers se sont concentrés sur les différentes approches qui avaient été proposées, comment elles s'intégraient aux stratégies nationales, aux symboles, etc. Lorsque nous avons commencé à travailler là-dessus, bien souvent, on nous a dit, mais tout le monde se fiche de la COVID-19. Et en fait, c'était plutôt décourageant pour les prestataires de santé et pour les personnes qui faisaient l'objet de cette campagne. Mais cette phrase, tout le monde s'en fiche, voulait dire ça vient d'une personne de santé qui avait sans doute, d'une personne en bonne santé qui avait déjà été vaccinée plusieurs fois. Et qui donc ne s'inquiétaient pas vraiment de la COVID-19. Cependant, il y avait des populations que nous avions identifiées qui pouvaient bénéficier de cette approche.
Et dans le contexte de parler d'un style de vie sain, avec des populations ciblées particulières, avec des problèmes de COVID-19 sérieux, dont hospitalisation, combinés à d'autres éléments de style de vie qui n'étaient pas si sains, eh bien, on n'utilisait plus, on n'entendait plus cette phrase, tout le monde s'en fiche. Nous avons élaboré des messages efficaces qui encouragent l'adoption de la vaccination par ces populations à risque et nous avons évoqué, examiné tous les obstacles identifiés lors de la phase formative de nos travaux. Nous avons examiné non seulement les préoccupations des patients, mais aussi ceux des prestataires de santé. Et j'aimerais dire ici euh, qu'il y a une adoption limitée de l'adoption de la vaccination contre la COVID-19 chez les prestataires de santé. Donc, notre approche vis-à-vis des patients et des prestataires portait sur cette adoption. Au niveau de la partie formative de la recherche, il y avait un grand point d'interrogation pour déterminer si les prestataires de santé souhaiteraient entendre des conférences ou des cours sur la vaccination contre la COVID et ce qui pourrait les motiver. Ce qui a été identifié comme un facteur de motivation, c'était l'éducation médicale continue que doivent faire tous les prestataires régulièrement, euh, ce qui leur donne des points. Notre approche a donc été mise en œuvre dans le cadre d'un programme d'éducation médicale continue avec 3 sections relativement compatibles et relativement vastes. Le cadre de l'immunisation contre la COVID-19, qui faisait partie du cadre de vaccination plus général, une manière de s'occuper de sa santé de manière générale. Par exemple, une activité physique, les check-ups réguliers, les différents vaccins étant intégrés dans ce contexte. Et enfin, des services de santé de qualité axés sur les patients. Nous avons pu voir que souvent les prestataires de santé pensent qu'ils n'ont pas assez de temps pour travailler avec les patients. Ils veulent fournir des soins de santé de la meilleure qualité possible. Il a donc fallu travailler là-dessus et nous assurer que les prestataires de santé ne donnent pas aux patients l'impression qu'ils ne répondent pas vraiment à leurs questions ou ne comprennent pas vraiment leurs préoccupations lors d'une visite. Par ailleurs, pour aborder ce projet des 2 phases, des 2 côtés, nous avons parlé de l'éducation médicale continue, oui, pour les prestataires de santé, mais aussi une approche d'engagement collectif en travaillant avec les organisations de la société civile et des ABAS communautaires afin que les patients puissent contacter les prestataires prêts avec déjà certaines informations en main avec déjà certaines questions à poser ou des assurances qu'ils voulaient obtenir des prestataires. C'est là le premier obstacle, sans doute, à savoir que les prestataires n'ont généralement pas assez de temps, a pu être résolu de la sorte. Nous avons commencé à travailler au niveau du renforcement des capacités et de la formation des praticiens de santé au niveau communautaire pour avoir un degré acceptable d'acceptation du vaccin. Le cours d'éducation continue a été organisé de manière à donner aux prestataires de santé non seulement les informations sur des styles de vie sains, nous assurons qu'ils les connaissaient, donc c'était un petit peu un point d'ancrage pour ce qu'ils appuyaient déjà, ce qu'ils savaient déjà, c'est quelque chose de positif pour eux, mais en plus des vaccinations, sur tout au long de la vie, cette nouvelle manière d'adoption de style de vie sain pour protéger et préserver la santé du patient était importante. Nous nous sommes concentrés sur des messages clairs, faciles à retenir. Nous les avons répétés plusieurs fois pendant le cours pour nous assurer que les prestataires de santé prennent l'habitude de formuler ces messages pour influencer non seulement les patients, mais influencer aussi les prestataires de santé
qui eux-mêmes n'étaient pas certains de la sécurité de la vaccination. Il y a d'autres obstacles qui existaient, par exemple, ne pas savoir si une association professionnelle est en faveur des vaccins. Nous avons répondu à tous ces éléments pendant les séances. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour ce qui est des messages clés de l'engagement collectif, nous avons travaillé exactement sur les mêmes messages en les reformulant, en les concevant d'une manière qu'ils soient faciles à comprendre et à accepter pour les populations clés. Nous avons élaboré toute une perspective visuelle des programmes. Nous avons testé tous ces éléments avec les populations cibles, une expérience très positive, non seulement pour nos partenaires du projet, qui n'avaient apparemment jamais passé par ce projet, mais les réactions positives des patients regardant cette documentation, fournissant une rétro-information et disant qu'on ne leur avait jamais demandé ce qu'ils pensaient des messages, des illustrations, de la manière dont cela pouvait améliorer leur vie, etc. Tout ceci a permis d'améliorer le degré de confiance de nos partenaires quant au fait que le programme est vraiment censé être couronné de succès. Cela a permis un apprentissage et une adaptation en fonction de chaque étape et de chaque information. Des tests similaires ont été faits au niveau du cours d'éducation continue avec deux populations, une où le prestataire de santé avec pour à qui était destinée l'indication médicale continue qui travaillait avec ce groupe et qui ont dit qu'ils n'avaient jamais assisté à ce genre de réunion et ils ont pu expliquer ce qui était le plus pertinent pour eux ou le moins. Cela a également été testé avec des spécialistes de la santé publique qui ont vu cette formation, ce qui leur a permis de fournir un retour d'information égal. Diapositive suivante. Qu'avons-nous appris à ce jour de ces programmes en Serbie et en Macédoine du Nord? C'est très important de faire preuve de créativité dans l'utilisation des données et des données probantes pour éclairer les programmes. Également, il est utile de combler les lacunes en effectuant des recherches ciblées. Il y avait beaucoup de données qui étaient disponibles, qui étaient fournies par les prestataires de soins, mais il était bon de trouver des données exploitables et de rappeler aux prestataires que c'était eux qui fournissaient les perspectives exploitables qui nous permettraient de prendre des mesures. Et c'est pourquoi ils ont pensé qu'on écoutait leurs opinions, ce qui les a incités à collaborer. Nous avons également utilisé des moments spécifiques de collecte de données afin de trouver des obstacles et de les surmonter afin de pouvoir élaborer ce programme. Nous avons également utilisé de très bons outils d'aide à la décision, comme la plateforme Think Big, qui peuvent tous contribuer à donner un sens à ces données comportementales. Qu'est-ce que ce comportement pouvait entraîner? Et donc, ceci nous a permis avec ces points motivants et ces obstacles, nous avons pu trouver des moyens de réduire les obstacles. La plateforme nous a également aidés dans ce processus et nous a permis d'aboutir sur une théorie du changement extrêmement claire. Notre stratégie a été validée avant d'être mise en œuvre. Quand on commence la stratégie, il faut veiller à la revalider
chaque fois, parce que chaque fois, nous avions une nouvelle discussion avec un nouveau groupe de prestataires de soins et chaque fois, on entendait parler des mêmes obstacles et des mêmes éléments incitatifs. Donc, en utilisant les données de façon adéquate, nous avons pu mettre en place une stratégie qui a été mise en œuvre d'une façon optimale. Nous étions conscients que la vaccination n'était que l'un des nombreux domaines techniques qui préoccupent les prestataires de soins de santé et les communautés. Nous avons donc cherché à trouver le meilleur point d'acceptation pour ces parties prenantes et car généralement, ces parties prenantes cherchent à améliorer la santé dans son ensemble de la population. Donc, notre programme était parfaitement intégré à cet objectif d'ordre général. Et ce programme, pour permettre une utilisation continue de ce programme, nous avons collaboré avec les parties prenantes afin de leur expliquer qu'ils pouvaient répondre à d'autres besoins lorsque la COVID ne serait plus un problème. Enfin, nous avons également utilisé plusieurs moyens de collecte de données qui ont été intégrés, donc des données collectées auprès des prestataires de soins, auprès des patients, auprès des formateurs, ce qui nous permet de résoudre des problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes. Diapo suivante. Actuellement, j'ai regardé les données que ma collègue a exportées pour moi. Les pourcentages ne changent pas considérablement, mais les formations les formations sont axées surtout sur l'amélioration des modes de vie sains. Et en Serbie, 100% des participants ont reconnu qu'elle avait été utile. En Macédoine du Nord, c'est à peu près la même chose. 100% des participants ont reconnu que la formation les avait aidés. Les jeux de rôle également avaient été utiles et les participants se sentent très à l'aise à la perspective d'utiliser ce qu'ils ont appris. Je reviens d'une session de formation des formateurs. Ils ont formé un autre groupe de personnes, des professionnels de la santé publique en Serbie. Et nous avons reçu un retour d'information très positif sur le terrain, ainsi que de la part de nos partenaires qui s'occupent de mobilisation des patients, à savoir recueillir les impressions des patients. Donc, même les patients qui ont été vaccinés, lorsque ces patients voient qu'il y a des ateliers pour les personnes non vaccinées, ces patients demandent à participer à ces formations pour adopter un mode de vie plus sain. Donc, ceci donc intéresse tout le monde. Je ne vais pas euh, parler de façon détaillée de ce que contient cette diapo, mais 326 membres de la communauté ont été formés. Plus de 100 manifestations à l'échelle des communautés euh, auront été dispensées d'ici la mi-octobre. Et les dernières données que j'ai reçues ce matin concernant le nombre de prestataires de soins formés a atteint près de 200 en Serbie et en Macédoine du Nord, pratiquement le même chiffre. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Stéphane et Lisa. Ce qui m'a frappé,
c'est que nous sommes allés du Libéria à la Serbie en passant par la Macédoine et je remarque que les obstacles, les mauvaises interprétations sont les mêmes partout dans le monde et je me demande si cela ne va pas être la même chose alors que nous allons maintenant en Inde écouter Roma Solomon qui travaille pour euh, le projet des partenaires du groupe CORE pour l'Inde. Docteur Roma, merci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, cela fait 24 ans que nous travaillons, nous œuvrons pour accroître la demande du vaccin contre la polio. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu énormément d'opposition à ce vaccin administré oralement dans la communauté. Donc, nous œuvrons depuis 24 ans avec ces mêmes communautés. Le groupe s'appelait le projet sur la polio du groupe CORE, mais aujourd'hui, il est devenu le projet des partenaires CORE. Nous sommes des partenaires de communication avec le gouvernement et nous appuyons les programmes de vaccination courante chez les enfants et pour le tétanos chez les femmes enceintes. Nous arrivions à la fin de notre projet quand la COVID est arrivée et nous avons dû tout recommencer à zéro. Nous utilisons des stratégies traditionnelles de génération de la demande avec des bénévoles de la communauté, de jeunes femmes qui au départ hésitaient à participer, euh, mais à mesure que l'hésitation à l'égard du vaccin s'accroissait, ces femmes sont devenues de plus en plus convaincantes en faveur de la vaccination. Donc, nous avons effectué un renforcement des capacités de communication des agents de santé de première ligne du gouvernement. Nous ne savions pas que cela prendrait autant de temps, mais nous avons œuvré sur les compétences de communication interpersonnelle. Nous avons mis en place de nombreux outils pour organiser des réunions dans les communautés. Nous avons élaboré des plans, des cartes, des feuilles de route pour pour les infirmières qui effectuaient les vaccinations courantes. J'essaie de vous expliquer dans quel contexte nous avons travaillé pour l'adoption du vaccin contre la polio, mais nous avons impliqué beaucoup de personnes influentes de la communauté, les établissements scolaires, les scolaires se sont mobilisés et nous avons également utilisé des moyens nouveaux de communication. Vous voyez les e-rickshaws. Euh, Avant la mousson, il y a beaucoup de personnes qui fabriquent des briques, c'est la bonne période. Et avant, ces personnes étaient exclues des programmes de vaccination parce que ce sont des nomades, ils ne portent pas de carte de vaccination, de carnet de vaccination, mais nous avons travaillé avec les communautés migrantes qui arrivaient en un lieu du jour au lendemain, des nomades. Et donc, c'est le travail que nous effectuons depuis longtemps pour la polio et les vaccinations courantes. Pour les adultes, le seul vaccin qui était dispensé aux adultes était le tétanos pour les femmes enceintes.
nous avons beaucoup travaillé dans ce domaine et quand la Covid est arrivée, les personnes ont pris cela légèrement et se sont dit c'est juste un rhume qui partira de lui-même. Quand les choses ont commencé à se corser, il y a eu au départ beaucoup d'hésitation à l'égard du vaccin. Nous nous sommes mis à produire des vaccins en Inde, comme vous le savez, et à fournir le monde entier, mais l'hésitation à l'égard du vaccin, même fabriqué par nous, a été la même que dans les autres pays. Est-ce que ce vaccin est sûr? Les médias ont essayé de tout faire pour aller à l'encontre des idées reçues que le vaccin provoquait le VIH, que on allait mourir dans 2 ans après avoir été vacciné, etc. Mais quand les gens ont vu les personnes touchées par la COVID mourir, elles ont pris peur et nous avons utilisé beaucoup de personnes influentes qui nous avaient aidés dans le cadre des campagnes de vaccination contre la polio. Et ce qu'il s'est passé est que chaque fois qu'une personne du village ou de la ville contractait la COVID ou les symptômes de la COVID, on envoyait la police ou une ambulance avec les sirènes à fond pour emmener cette personne à l'hôpital. Et ceci a fait beaucoup peur aux gens qui ont commencé à cacher les personnes souffrant de symptômes. Et donc, grâce à des groupes mis en place avec l'aide des chefs de village, euh, ces groupes donc ont appelé les personnes au téléphone et pour leur expliquer qu'on prendrait de soin d'elles. Il y a donc eu beaucoup de communication individuelle. Les personnes chargées de mobiliser la communauté ne travaillaient plus pour nous depuis 2020. Mais lorsque nous les avons rappelés par rapport à la COVID, ces personnes nous ont dit que oui, elles allaient revenir travailler avec nous, qu'elles avaient d'ailleurs déjà commencé à lutter contre les idées fausses concernant la COVID. Et donc, nous avons ces personnes se sont regroupées en groupes d'action communautaire sous la direction du chef de village. Il y avait des travailleurs de première ligne du secteur public, il y avait le médecin local, il y avait même les les soignants traditionnels. Toute personne qui avait son mot à dire dans la communauté a fait partie des groupes d'action communautaire et leur voix a été extrêmement efficace. Donc, dès que ces groupes entendaient que quelqu'un refusait de se faire vacciner ou contractait la COVID, ces groupes se mettaient en route. Et les autres personnes, nous avons utilisé également les barbiers comme on faisait dans le passé pour la polio. Vous savez, les hommes n'en parlent pas beaucoup, ne parlent pas beaucoup chez le barbier. Ils écoutent ce qu'on leur dit. C'est pourquoi nous avons formé les barbiers à parler de la vaccination courante et donc les pères pouvaient essayer d'influencer leur famille car on avait fait courir le bruit que les enfants tomberaient malades s'ils se faisaient vacciner. On a donc utilisé les mêmes barbiers qui ont parlé avec leurs clients. Il y a eu également des réunions dans des salons de thé. Il y a des salons de thé dans les villages et partout. Les gens peuvent discuter autour d'une tasse de thé et nous avons envoyé nos personnes influentes discuter dans les salons de thé et nous avons
également employé les réunions de pairs ainsi que l'application Cowin qui était connectée au réseau de vaccination. Donc, tout ce qu'il suffisait de faire était de s'inscrire sur l'application Cowin pour se faire vacciner, première ou deuxième dose. Et donc, une fois qu'on était inscrit, on recevait un rappel pour le deuxième vaccin lorsque le moment était venu, ou si on avait un problème de santé, on pouvait aller dans l'application pour recevoir des conseils à cet égard. Les gens se sont donc aperçus qu'on ne mourrait pas de se faire vacciner, mais qu'on mourrait davantage en contractant la maladie soi-même. Et donc, ceci a fini par créer une génération de la demande de la part des adultes. Diapositive suivante. Essentiellement, que faisons-nous? Eh bien, nous parlons dans les communautés, avec les hommes, avec les femmes, avec les groupes, à tous ceux qui sont prêts à écouter ou qui peuvent influencer les autres. Nous leur faisons comprendre la science qui sous-tend la vaccination, le vaccin lui-même. euh, euh, Sans aucun coût, si vous prenez deux verres vides, vous dites qu'un des enfants prend le vaccin, l'autre ne le prend pas, on met un peu d'eau dans un des verres et puis l'autre reste vide et puis après on ajoute la deuxième dose de vaccin, c'est-à-dire un peu plus d'eau dans un des verres pendant que l'autre verre reste vide. Donc le verre vide, l'enfant qui est représenté par le verre vide reste vulnérable alors que l'autre est de mieux en mieux protégé. Donc ce sont des choses qui sont faciles à comprendre. On a trouvé un bon public et pour tous ceux qui nous écoutent dans ces salons de thé, euh, les, les, nous entendons les musulmanes vont distribuer les informations, elles vont aux différents endroits. Nous leur demandons également de transmettre le message, expliquant que c'est une maladie très dangereuse et ce qu'il faut s'assurer que tout le monde est vacciné. Comme l'a dit quelqu'un d'autre dans un autre exposé, à l'origine, lorsque le vaccin est administré, au début, les gens avaient peur, mais petit à petit, nous avons pu travailler là-dessus et les gens ont pris le vaccin, se sont fait vacciner pour la première dose au niveau du groupe CORE. Nous avons touché près de 4 millions de personnes, ce qui est énorme. Diapositive suivante. Comme je l'ai dit, nous avons contribué aux efforts du gouvernement pour une élimination couronnée de succès de la polio. Nous avons aussi pu donc offrir une riposte à la pandémie et rattraper la couverture de vaccination à cause de la COVID, parce que les gens avaient trop peur d'amener leurs enfants aux sessions sur l'immunisation pendant la pandémie. Très peu de sessions ont été organisées, donc un grand nombre d'enfants n'ont pas pu être vaccinés contre les maladies traditionnelles. Donc, nous avons lancé des campagnes de couverture pour la vaccination contre la rubéole, contre les oreillons, contre d'autres maladies d'enfance dans les zones à haut risque, ce qui a permis d'une vaccination pour réduire à zéro, c'est du moins l'objectif, même si on n'est pas sûr de pouvoir y arriver, dans les zones à haut risque, vaccination des enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin dans les centres à fort degré de priorité. Diapositive suivante. Eh bien voilà, nous avons beaucoup travaillé, nous avons créé un grand nombre de matériaux que nous avons partagés avec le gouvernement. Nous étions très connus dans les communautés parce que nous leur avons apporté la vaccination contre la polio, donc ils nous connaissaient, nous étions acceptés. Le gouvernement a maintenant lancé
progressivement le vaccin contre le VIH pour les adolescents, pardon, contre le papillome, le virus du papillome humain chez les adolescents. Donc, c'est une promotion importante également et nous espérons pouvoir utiliser les mêmes approches pour les autres vaccins pour les adultes. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, docteur Roma. Une question rapide. Pourriez-vous partager les documents, les liens, les exemples sur ces outils autochtones gratuits? Il y a beaucoup de gens que cela intéresse. Bien sûr, ça sera avec plaisir, mais peut-être pas aujourd'hui, hein, mais je vais vous l'envoyer. Oui, si vous me l'envoyez, ce sera un plaisir pour moi de le transmettre. Eh bien, je tiens à remercier nos trois panélistes. Il ne nous reste que quelques minutes et je veux respecter les délais impartis. Une excellente question et très importante a été posée dans la fenêtre de chat que j'aimerais transmettre à tous les panélistes. Comment synchroniser cette création de la demande et la prestation des services et la disponibilité des vaccins? Je crois qu'il y a des préoccupations parce que l'on veut s'assurer que les vaccins nécessaires sont disponibles, parce que sinon on ne va pas, on va perdre l'attention de ces gens. Et puis là où il n'y a pas de demande et où il y a des vaccins disponibles, on gaspille des doses. Donc j'aimerais savoir ce que vos projets ont fait pour essayer de synchroniser ces éléments. Est-ce que l'un des panélistes souhaite répondre, docteur Saratou? Oui, je peux parler de l'expérience du Libéria, où nous nous sommes heurtés à ces défis également. Nous voulions nous assurer que tout le monde faisait partie de la plateforme de coordination, même pour la création de la demande, l'engagement des communautés et la transmission de l'importance des risques. Donc, nous avons eu des communications avec tout le monde pour nous assurer que les plans étaient bien alignés, synchronisés. Par exemple, lors du partage de communication concernant le vaccin, nous avons travaillé avec des groupes techniques pour obtenir des directives au niveau national, communiquées par le biais des piliers de communication des risques. Nous avons appuyé le lancement des vaccins en nous assurant que le chronogramme de l'introduction de la vaccination était synchronisé avec les exercices de mobilisation des communautés, de sorte que la génération de la demande et l'exercice de mobilisation soient organisés avant, pendant et après. Dans certains cas, nous avons été confrontés à une insuffisance des doses de vaccins. Les vaccins ne sont pas arrivés à temps au centre de vaccination, donc s'assurer que l'on est en coordination constante avec les partenaires de l'autre côté de la table, si vous voulez, est essentiel pour ne pas perdre la confiance des communautés, pour savoir comment obtenir les services et auprès de qui. Je vous remercie. C'est ce que nous avons fait également. Nous avons travaillé constamment la main dans la main avec les prestataires de services et le gouvernement parce qu'il ne sert à rien de travailler tout seul, parce que lorsque le projet est terminé, vous partez. Donc, essentiellement, nous nous assurons que nous nous asseyons avec ces gens, que nous leur parlons, que nous échangeons les outils avec eux, de sorte que lorsque nous ne sommes plus là, lorsqu'ils continuent à faire la même chose, lorsqu'ils veulent se lier avec les membres des communautés, c'est plus facile de présenter, de lancer le vaccin suivant. La COVID a été un excellent exemple. Les gens étaient terrifiés au départ. Mais petit à petit, lorsque les vaccins sont introduits dans le cadre des programmes du gouvernement, les gens n'auront pas cette même réticence. Merci, merci Rama. Stéphane? Nous n'avons... Voilà.
Je voulais simplement vous parler de notre expérience, de notre approche pour essayer de faire face à de multiples questions en même temps, ce qui n'est pas possible. Au niveau des centres de vaccination dans les communautés, cette approche nous a permis de nous assurer que la population soit informée des vaccins disponibles où et quand, ce qui peut bien sûr varier d'un district à l'autre. Mais les responsables des instituts de vaccination publics, les formateurs, les prestataires avaient l'information qu'ils pouvaient transmettre directement. Au niveau de l'environnement informatif, les gens lisent des tas de choses dans la presse. Nous avons donc travaillé avec des journalistes pour mettre au point un cours sur les vaccins qui a aidé les journalistes à mieux en parler. Et nous avons aussi élaboré un groupe, assemblé un groupe d'experts reconnus en Serbie qui se sont mis à disposition pour répondre aux questions éventuelles des journalistes. Pour les médias au niveau national, mais aussi infranational. Dès que les informations sont devenues disponibles sur la COVID-19, nous avons organisé une conférence de presse, nous avons euh, consulté et fait parler les experts de premier plan et nous avons expliqué l'importance du vaccin, pour qui il était, et nous avons organisé une formation des formateurs pour que les mêmes experts puissent venir répondre à leurs questions, de sorte que nos formateurs se sont sentis très rassurés lorsqu'ils assuraient eux-mêmes la formation à d'autres formateurs. Puis après, je vais m'arrêter, mais nos organisations à base communautaire, celles avec lesquelles nous avons travaillé, il y en a une en particulier qui est une organisation qui a plus de 120 ans d'expérience, qui est hautement respectée dans la communauté en matière de VIH, maladie à transmission sexuelle, les pauvres, les communautés démunies, et ils ont utilisé un réseau de volontaires remarquablement formés pour travailler au niveau de la communauté. Nous les avons aussi mis en contact avec le groupe des IPH de sorte qu'ils aient les bonnes informations au bon moment. Et nous avons créé un environnement avec beaucoup de communication pour aller dans la bonne direction, ce qui fait que tout a non seulement bien fonctionné, mais fonctionné mieux que ce à quoi on s'attendait. Je vous remercie. Merci. Quelques diapositives très rapidement pour vous expliquer les ressources que nous allons partager avec vous pour la suite. Knowledge Success a organisé et publié un grand nombre de ressources. Nous allons mettre un lien dans la fenêtre de chat avec notre page COVID où vous pouvez trouver toutes ces informations. En particulier, nous avons une série de 4 grandes collections de ressources sur sur différents thèmes, donc la manière de contacter les groupes les plus vulnérables, la planification intégrée, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des données électroniques. Nous avons par ailleurs publié une série de blogs sur l'intégration en 7 parties. Un grand nombre des thèmes ont été couverts par les présentations d'aujourd'hui, mais aussi dans ce blog, je vous encourage à en prendre connaissance pour découvrir ce que d'autres projets ont fait dans ces domaines. Et enfin, nous préparons un supplément au journal de sciences et pratiques qui concerne la vaccination de la COVID-19 et son intégration dans les soins de santé primaires. Ceci est pour date de publication prévue le mois de décembre de cette année. Si vous allez sur la page COVID-19 de Knowledge Success, vous trouverez toutes les informations sur les autres données que nous mettrons à votre disposition. Nous vous enverrons un lien aux présentations enregistrées d'aujourd'hui, aux diapositives et à toutes ces ressources par courrier électronique cette semaine. Je tiens à remercier encore une fois nos orateurs
de l'UNICEF, du Libéria, de la Macédoine du Nord, de la Serbie et de Momentum pour ces excellentes présentations. Et pour l'Inde, nous avons tous bien compris ce que Stéphane disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de gens qui en ont assez d'entendre parler de la COVID-19. En fait, la COVID-19, elle, n'en a pas fini avec nous et il est donc important de comprendre les nuances au niveau des obstacles qui existent afin de pouvoir continuer à procéder à l'intégration et de voir comment les approches ont été partagées à tous et que les succès qu'ils ont remportés. Merci à nos présentateurs, merci à nos participants. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour poursuivre ce travail important et nous vous souhaitons une bonne fin de journée.